Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeunes à toutes et à tous. Nous débutons ce journal avec l'actualité. Le président de la République, Issou Mamadou, a présidé ce matin à la présidence la 8e session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Une rencontre qui a vu la participation du président de la commission de l'UEMOA, notre compatriote Abdallah Bourema, et des 8 ministres de l'agriculture de l'espace UEMOA. Le compte rendu de Ismaël Oumy. Élaborer des mécanismes adéquats pouvant permettre d'en finir définitivement avec l'insécurité alimentaire de la zone UEMOA. Objet de cette réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour l'atteinte de cet objectif combien important, l'Union économique et monétaire ouest-africaine doit en découdre avec un certain nombre de problèmes qui assaillent certains pays de l'espace. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre région est de toute évidence un défi de taille, en particulier dans le contexte actuel, marqué par une insécurité civile devenue aujourd'hui la première cause d'insécurité alimentaire. Nos pays sont en effet confrontés à une situation d'insécurité du fait des organisations terroristes et criminelles qui sèment la terreur et la désolation, avec pour conséquence des afflux de réfugiés et déplacés et des entraves à la production et à la commercialisation. Ces menaces viennent amplifier les conséquences des changements climatiques contre lesquels nos pays se battent à travers la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national. Le président du comité de haut niveau dresse également ses attentes. L'objectif fin zéro que la communauté internationale a fixé pour l'année 2030 est à notre portée. Nous avons tous les atouts pour l'atteindre. Avant terme, notamment un capital foncier riche, une main-d'œuvre abondante et des politiques agricoles pertinentes. Mesdames et messieurs, la présente session fera le point de la mise en œuvre de nos précédentes recommandations tout en dégageant de nouvelles orientations. Elle nous permettra de relever les points forts et les points faibles. S'agissant des points faibles, notre réunion doit s'appesantir sur les questions liées à la transhumance, les préoccupations liées au faible niveau des échanges de produits agricoles entre nos États, les problèmes liés à la gestion du foncier rural, le financement du secteur agricole, le défi sécuritaire, la persistance des poches déficitaires chroniques dans certains États. Rappelons que cette session est la 8e du genre et on prit part à cette réunion combien importante tous les ministres de l'agriculture des États membres de l'espace UEMOA et les partenaires de cette organisation sous-régionale africaine. La fin de cette réunion a été sanctionnée par un communiqué final lu par le ministre d'État, président du Conseil des ministres de l'Agriculture de l'espace UEMOA, le ministre d'État Albadé Abouba, que je propose de suivre. Le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutrition de l'UEMOA a, au cours de cette session, examiné et validé le rapport de la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage préparatoire à la réunion du comité qui s'est tenue ici même à Niamey le 16 mai 2019. La réunion a été marquée par la présentation des conclusions de la réunion des ministres chargés de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'UEMOA par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, président de la réunion des ministres chargés de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'UEMOA. Elle a également été marquée par la remise officielle du rapport au président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le comité a examiné et adopté le rapport de la réunion des ministres chargés de l'agriculture, de l'élevage, préparatoire à la réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA, tenu à Niamey le 16 mai 2019. Le comité a félicité la République togolaise pour les expériences très enrichissantes partagées en matière de développement agricole et de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Il a encouragé les autres États à capitaliser ces expériences en vue d'impulser un réel développement de l'agriculture de la région. Le comité a pris bonne note des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 7e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Concernant la situation agricole, le comité a noté le niveau des récoltes globalement satisfaisant avec une production totale pour la zone IMOA de 31,18 millions de tonnes de céréales, 24,27 millions de tonnes de tubercules, ainsi qu'une production halieutique annuelle estimée à 940 838 tonnes. Le comité s'est félicité des bons résultats de la campagne agricole et encourage les États et les acteurs ruraux à poursuivre dans la même lancée. Le comité a entériné les conclusions des travaux du réseau de prévention des crises alimentaires qui indiquent que 1,71 million de personnes dans l'espace IMOA ont un besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant la période courante mars à mai 2019 et que si les mesures appropriées ne sont pas prises, ce chiffre passerait à 2,83 millions de personnes, essentiellement au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. Autre aspect de cette édition d'information, le ministre de la Défense nationale était face à la presse ce vendredi pour parler de la dernière attaque terroriste à Balébéry, région de Tillabéri. Il s'agissait pour le ministre Kalla Moutari d'éclairer l'opinion sur cette attaque et présenter les excuses aux familles des victimes. Le résumé de ce point de presse avec Hassan Saleh Moussa. Quelques jours après l'attaque terroriste meurtrière à Belébéry dans la région de Tillabéri, non loin de la frontière malienne, le 14 mai 2019, où 28 soldats nigériens ont perdu la vie dans une embuscade, le ministre nigérien de la Défense revient sur les faits. Ce sont des compagnies d'élite que nous mettons sur des missions difficiles. Ça a simplement mal tourné. Aucune armée du monde ne s'en sort indemne d'une situation d'embuscade. C'est ça le résultat de toute embuscade lorsqu'elle réussit. Et ici, elle a réussi. Nous avons vu nos hommes, nous avons mesuré leur volonté de préserver la paix et la sécurité de notre pays, y compris au prix de leur vie. Nous avons vu la volonté des hommes à prendre la revanche sur ces pertes qui leur ont été infligées. Peu d'informations filtrées après cette attaque, chose dénoncée par beaucoup de Nigériens. Mais le ministre de la Défense nationale apporte ses précisions. Là où se sont passées les choses ne s'évalue pas en kilomètres, c'est en temps de voyage. Ce n'est pas 47 ou 52 kilomètres de Mangaïsing. Non, c'est des heures de voiture de Mangaïsing. C'est ça qui explique les lenteurs, les défauts de communication qu'ont vécu même les responsables militaires. Par exemple, lorsqu'à 20h30, on nous disait que le détachement qui est parti secourir les gens est à 4 km de la place, lorsque la communication a coupé entre nous, nous avons attendu jusqu'à minuit sans avoir un seul signal. Nous étions inquiets. Très touché par cet acte barbare, le ministre Kalla Moutari s'incline devant les familles des victimes. Nous proposons aux familles, pour toutes celles qui le veulent, de s'adresser à nous. Je l'ai fait individuellement d'ailleurs aux familles. Nous les transporterons jusqu'aux tombes de leurs enfants qui sont identifiés pour prier pour eux et nous le ramènerons à leur domicile respectif. C'est ce que j'ai dit aussi à l'occasion des visites que j'ai rendues aux familles. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Chaque fois que nous avons des choses comme ça, lorsque c'est à Niamey, avec toute la hiérarchie militaire, j'y vais pour présenter les condoléances. Lorsque c'est à l'intérieur, nous demandons au gouverneur ou au préfet de le faire.
parce que c'est notre responsabilité qui le commande. Cette sortie médiatique du ministre de la Défense nationale intervient au lendemain d'une nouvelle attaque à Yatakala dans la région de Tillabéri, toujours dans le département de Terra, où un véhicule a été enlevé dans la nuit du jeudi à vendredi. Le véhicule a été enlevé, des poursuites ont été engagées, le véhicule est entré au Mali, nos collègues du Mali ont été prévenus et nous attendons la suite de ce qu'ils peuvent nous dire. Tout en dénonçant la complicité de certains fils du pays, le ministre de la Défense rassure les Nigériens que le gouvernement reste déterminé à combattre le terrorisme dans toutes ses formes. Vous pourrez suivre à la fin de ce journal l'intégralité du point de presse du ministre de la Défense nationale, Kalla Moutari, sur l'attaque de Bale-Beri. En rapport toujours avec les événements de Tongo Tongo, une délégation de la Commission nationale des droits humains CNDH, conduite par son président, professeur Ali Kiri, a effectué cet après-midi une visite à l'hôpital général de référence de Niamey. Une visite pour s'enquérir de l'état de santé des militaires blessés à l'issue de l'attaque de Tongo Tongo. Le compte rendu de cette visite avec Abdourazak Léo. C'est une délégation de la Commission nationale des droits humains, avec à sa tête son président, professeur Khalid Ikiri, qui a rendu visite aux survivants de l'attaque de Tongo Tongo il y a quelques jours. Objectif, voir leur état et leur témoigner leur compassion. L'objet de la visite, c'est tout d'abord montrer la compassion de NDH par rapport au drame qui s'est passé. Comme vous le savez, nos forces de défense et de sécurité sont de façon quotidienne et sur le terrain et en train de défendre le pays, le territoire national et permettre aux citoyens nigériens de dormir et de se réveiller en toute sérénité. Donc lorsqu'il arrive des drames de ce type, et la Commission nationale des droits humains se sent naturellement très préoccupée. Et donc c'est un minimum que de venir au chevet des blessés et voir dans quel état ils sont. Occasion saisie par le président de la dite commission pour attirer l'attention de la population pour une franche collaboration avec les FDS. Nous encourageons la population à faire encore mieux et nous savons que la population donne son appui et en milieu rural pour pouvoir être aux côtés des FDS. Nous leur demandons de faire encore plus et, parce que c'est une guerre asymétrique et une guerre donc difficile et où la participation de chacun est importante. Pour rappel, ils étaient au total 52 soldats pris au piège et seuls 22 avaient pu regagner leur base de Walam, une attaque attribuée à l'État islamique au Grand Sahara. La rubrique Ramadan du jour à présent, le prédicateur Ben Salam nous parle des invocations à faire au cours de ce mois béni de Ramadan. On l'écoute. En islam, il est possible de tout convertir en acte de culte. Même les rapports intimes avec nos épouses, dans l'intimité de nos chambres à coucher, il aurait suffi simplement de mentionner le Seigneur pour que cet acte nous procure une récompense dans notre balance de bonnes œuvres, au même titre que la prière, le jeûne, le pèlerinage et que sais-je encore. Même manger, mais c'est pour nous que nous mangeons. Nous avons faim. Si on ne mange pas, on va crever de faim ou de soif. Alors, quand on mange, il suffit de mentionner le Seigneur au début et à la fin pour voir tous nos péchés effacés. C'est ainsi donc que pour le Ramadan, pour le jeûne, au moment de sa rupture, d'abord le messager a dit, il y a une invocation qui n'est jamais refusée. Les invocations au moment de la rupture du jeûne sont acceptées, sont agréées par le maître de l'univers, aussi longtemps qu'elles ne sont pas destinées à vouloir causer du tort à autrui, du mal à autrui ou à vouloir rompre les liens de parenté. Il nous est demandé, selon la sunna, au moment de rompre le jeûne, de dire ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ou alors, eh bien, de façon beaucoup plus facile, je pense, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Seigneur, c'est pour toi que j'ai accompli ce jeûne et c'est grâce à toi, avec ce que tu m'as accordé, que je le rends. C'est la formule
Quand on l'a dit, c'est une récompense supplémentaire, même si on ne l'a dit pas, il est clair que le jeûne, si elle a été accomplie dans les règles de l'art, à ce niveau, j'aimerais insister sur une chose. Le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes. Le jeûne, c'est aussi une discipline. Il faut contrôler ce qu'on dit, contrôler ce qu'on voit, contrôler ce qu'on entend, contrôler ses membres. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'on fait avec les mains, avec les pieds? Tout ce qui est à nous doit participer dans l'effort de prière à Allah pendant les journées de Ramadan, mais également pendant les nuits, mais surtout partout en toutes circonstances. C'est vrai que le mois béni de Ramadan, c'est un mois spécial, mais Allah, on doit l'adorer 365 jours de l'an sur 365. Du sport avant la partie magazine de ce journal, le siège de la Fédération nigérienne de football a abrité ce matin le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe nationale de football édition 2019. Le résumé dans ce sujet. 6 clubs de la capitale, 2 clubs de l'ADER, tel est le reliquat des équipes engagées pour la conquête de la Coupe nationale édition 2019. Les 8 équipes connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale dont le tirage au sort a eu lieu ce vendredi 17 mai 2019 au siège de la FENIFOOT. Ainsi, le match AS Garde Nationale AS Sonidep sera l'un des chocs des quarts de finale. Des confrontations décryptées ici par certains acteurs du football nigérien. C'est un bon tirage pour toutes les équipes parce que si vous prenez Dangourmou qui va rencontrer Renaissance, c'est 2 clubs de la Ligue nationale, donc on peut dire que ce sont les mêmes forces, bien que Dangourmou a l'avantage moral donc, de jouer à domicile et surtout d'avoir éliminé 2 ogres du football nigérien que sont le Sahel et l'Olympique Football Club. Mais aussi il y a l'AS Garde Nationale qui va rencontrer la Sonidep. Déjà ces 2 équipes sont en course pour le championnat, donc il y aura une autre motivation, surtout pour l'ASGNN qui est distancé maintenant de 10 points par la Sonidep en championnat. L'autre match pour sauver la saison, c'est bien sûr AS Douane et USGN. Ces 2 équipes, vous savez, ont perdu le championnat. Il ne reste que la Coupe nationale pour se relancer. Donc on va assister à des confrontations vraiment de très belles factures. Surtout, il faut saluer aussi cette équipe de la JSA qui va rencontrer l'AS Fan. Il ne sera pas favori, surtout que c'est en déplacement, mais il faut reconnaître quand même le bon parcours déjà de cette bonne équipe. Donc globalement, je peux dire que c'est un bon tirage et tous les matchs seront vraiment, il faut aller les voir parce qu'il y aura du spectacle. C'est jouable, on va rester serein dans le prochain match, Inch'Allah. Inch'Allah, on va conserver notre titre de l'année passée qu'on a joué avec Racine. C'est pas facile, mais prochainement, on va essayer de remporter la coupe. Au cours de cette cérémonie, le président de la commission centrale des compétitions de la FENIFOOT est revenu sur la particularité de l'édition 2019 de la Coupe nationale. Nous avons un programme très chargé cette année parce que la CAF nous impose qu'on doit obligatoirement donner les noms de nos 2 représentants pour les compétitions interclubs au plus grand tard fin juin. Donc ce qui nous pousse à avoir un calendrier vraiment serré. D'où maintenant nous sommes en train, même présentement, nous sommes en train de négocier même par rapport à la date de la finale. Traditionnellement, comme on le sait, la finale de la Coupe nationale se joue généralement le 3 août, mais malheureusement cette année, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir jouer cette finale le 3 août comme d'habitude. Donc cette année, nous sommes en train de voir si la finale pourra être jouée en début juin. Nous avions, Inch'Allah, l'occasion d'avoir une fête, c'est-à-dire la fête du Ramadan le 5. Donc nous sommes en négociation et c'est bienvenu parce que présentement nous sommes en négociation pour la finale, pour que la finale soit retransmise en direct. Donc nous sommes en négociation avec une chaîne internationale, une télévision internationale, pour pouvoir retransmettre la finale de notre Coupe nationale, ce qui est une première au Niger. AS Garde Nationale, AS Sonidep, AS Douane, USGN, Dangourmou, AS Renaissance, AS Fan, JS de l'ADER, AS Fan, Jeunesse sportive de Tawa, telles sont les affiches des quarts de finale de la Coupe nationale de football dont les matchs se joueront du 22 au 24 mai 2019.
Nous en venons à la partie magazine de cette édition d'information. Je l'annonçais, le ministre de la Défense nationale était face à la presse ce matin pour parler de la dernière attaque terroriste à Baleberi, région de Tillabéri. Il s'agissait pour Kalla Moutari d'éclairer l'opinion sur cette attaque et présenter les excuses aux familles des victimes. C'est la partie magazine de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne réception, bonsoir. Avant toute chose, présenter mes condoléances les plus émues à l'ensemble du peuple nigérien qui vient de perdre de ses valeureux fils. Mes condoléances aux forces armées nationales qui viennent de perdre des membres dont des plus valeureux sur lesquels nous comptons beaucoup. Cette perte est intervenue, comme vous le savez, suite à une embuscade complexe qui a mis en œuvre des mines et des combattants armés en hauteur qui ont profité de l'engouement de nos soldats pour sauver leurs camarades pris dans le piège de la mine pour essayer de les décimer. C'est une tragédie que nous avons vécue avec beaucoup d'émotion. Nous avons fait le déplacement pour aller dire nos condoléances, nos encouragements, pour aller remonter le moral de nos troupes sur le terrain. Des troupes qui ont passé 2 nuits en train soit de chercher les éléments disparus, soit les inhumer. C'est ce qu'ils ont fini de faire hier à 3h30 du matin. Je profite de l'occasion pour remercier la population du village de Tiloa qui s'est totalement mobilisée, qui nous a assistés jusqu'à la fin des funérailles et qui a traité les corps de nos soldats avec tout le respect et toute la dignité que cela commandait. Nous avons perdu des hommes de valeur, des hommes sur lesquels nous comptons parce qu'ils participent de la force spéciale. C'est des gens qui ont opéré des missions, plusieurs missions, dont ils sont sortis victorieux, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer par leur âge. Ce sont des jeunes gens aguerris parce qu'ils ont une autre formation. Ils ont une formation que n'ont pas toujours les autres militaires de nos forces armées nationales. Donc ce sont des compagnies d'élite que nous mettons sur des missions difficiles. Ça a simplement mal tourné. Aucune armée du monde ne s'en sort indemne d'une situation d'embuscade. C'est ça le résultat de toute embuscade lorsqu'elle réussit. Et ici, elle a réussi. Nous avons vu nos hommes, nous avons mesuré leur volonté de préserver la paix et la sécurité de notre pays, y compris au prix de leur vie. Nous avons vu la volonté des hommes à prendre la revanche sur ces pertes qui leur ont été infligées. Malheureusement, c'est ça le métier. C'est ça le métier militaire. On y va pour préserver l'intégrité du territoire, pour préserver la sécurité de nos concitoyens, y compris
au prix de notre vie. C'est ça le serment du militaire. Et en face de l'ennemi, c'est où il tue, où on le tue. Nous sommes victorieux lorsque c'est les nôtres qui prennent le dessus sur l'adversaire. Nous pleurons pour mieux nous organiser, nous réorganiser lorsque c'est nous qui perdons. C'est le cas aujourd'hui. Et je leur ai dit, nous attendons qu'ils prennent leur revanche sans délai et de manière décisive. Et les Nigériens en attesteront. Parce que les forces armées nationales ont donné la preuve qu'elles sont efficaces. Ce n'est pas seulement dans les classements qui est fait, il est théorique. C'est dans les résultats. Notre pays a été jusqu'ici préservé. Nous avons connu ce regain de violence ces derniers temps pour un certain nombre de raisons que le citoyen ne peut pas comprendre, mais que eux, les militaires, comprennent. Ils savent que ce qui se passe chez nous, c'est la conséquence d'un certain nombre d'actions qui se sont passées au préalable. Et nous avons vu venir. Il n'y a pas de responsable militaire de notre pays. Il n'y a pas de responsable du service de sécurité de notre pays ou de haute autorité de notre pays qui ne savait pas que bientôt nous ferons l'objet d'attaques et d'attaques massives. Nous avons rencontré de nos partenaires auxquels nous avons partagé ce sentiment. Qui, hier encore, lorsque j'ai rencontré l'ambassadeur de France, ici, avec le commandant Barkhane et l'attaché de défense, il me disait, vous nous avez rencontrés quelques jours, nous avons été rencontrés par le président, nous avons reçu les mêmes messages et presque immédiatement les choses sont allées en chaîne. Ça veut dire que nous avons une claire intelligence de la situation sécuritaire de notre pays. Et nous le devons à nos forces de défense et de sécurité, nous le devons aux renseignements que nous avons. Et nous comptons faire face à cette situation avec nos moyens, avec nos hommes, que j'ai vus à Difa, comme à Walam, déterminés à faire face à cette situation. Ces terroristes, si tel est que c'est eux, leur intention, leur projet, c'est de remplacer les institutions que nous avons librement choisies ici au Niger. C'est de changer le mode de vie que nous avons choisi au Niger pour le remplacer par un mode de vie qu'ils pensent, eux, être le seul digne des musulmans que nous sommes. Si c'est ça, quelle discussion on peut avoir avec ces gens? Pour quelqu'un qui ait traité nos soldats comme ils l'ont fait, je pense que nous n'avons rien à nous dire. Tels qu'ils avaient traité des Nigériens, des musulmans que nous sommes, tels que je les ai vus l'avoir fait avant-hier, nous n'avons rien à nous dire. Je pense que les Nigériens doivent se dire, entre nous et ces terroristes, il n'y a aucun point commun. C'est une lutte à mort qu'il faut engager avec eux. Et nous, nous sommes engagés à mener cette lutte. Nous avons compati à leur douleur. Nous regrettons des lenteurs qui ont frustré des familles, qui ont fait mal aux familles. Mais je vous disais que nos soldats sont tombés presque au petit matin. D'autres soldats sont allés leur porter secours, qui y sont arrivés pendant la nuit. Les premiers bilans qui nous est tombé à partir de ce détachement qui est parti chercher les disparus, le bilan nous est tombé vers 23h30 minuit. Le second bilan est tombé vers 5h du matin. Ensuite, à 8h30.
Ils étaient à la recherche de leurs camarades. Ils rassemblaient les corps de leurs camarades. Ils ne sont pas rentrés au camp avant 21h, avant-hier. C'est-à-dire 2 nuits. Ils géraient des corps de leurs camarades qu'ils devaient transporter à domicile. Des camarades blessés, des camarades mutilés. J'en parlais tout à l'heure, pour dire que je n'ai aucun point commun avec ceux qui ont traité nos hommes de cette façon. Aucun point commun. Ils ont traité ces corps, ils ont traité le corps de leurs amis. Et ils ont estimé que nous ne pouvons pas attendre 1 minute sans les inhumer. Par respect à ces soldats, pour leur dignité, par respect à leur famille. C'est ce que nous avons fait. C'est ça qui a pris le temps de tout le monde. Le chef d'état-major et toute la hiérarchie militaire étaient là-bas. Ils n'étaient pas à Niamey. Les informations étaient envoyées au fur et à mesure qu'on les avait. Les identifications se faisaient au fur et à mesure qu'on les avait. Les parents attendaient. Je comprends cette attente légitime. Je comprends cette impatience légitime. Je ne justifie pas notre lenteur. Je leur présente, par contre, toutes nos excuses pour cette lenteur, pour ce défaut de communication qui était lié à ce que j'ai décrit plus tôt. Mais les militaires comprennent le contexte. Les responsables comprennent le contexte. Là où se sont passées les choses ne s'évalue pas en kilomètres, c'est en temps de voyage. Ce n'est pas 47 ou 52 kilomètres de Mangaise. Non, c'est des heures de voiture de Mangaise. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui explique les lenteurs, les défauts de communication qu'ont vécu même les responsables militaires. Par exemple, lorsqu'à 20h30, on nous disait que le détachement qui est parti secourir les gens est à 4 km de la place, lorsque la communication a coupé entre nous, nous avons attendu jusqu'à minuit sans avoir un seul signal. Nous étions inquiets. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour dire que ce n'est pas un terrain facile d'accès. C'est pour dire que ce n'est pas un travail facile. Mais c'est le métier du militaire. Eux, ils le font. Et ils l'ont fait. Je les félicite pour ce qu'ils ont pu faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont pu ramener leurs camarades à domicile. Ils ont pu les inhumer dans la dignité. Nous demandons aux familles, en tout cas nous proposons aux familles, pour toutes celles qui le veulent, de s'adresser à nous. Je l'ai fait individuellement d'ailleurs aux familles, de s'adresser à nous. Nous les transporterons jusqu'aux tombes de leurs enfants qui sont identifiés pour prier pour eux, et nous le ramènerons dans leur domicile, à leur domicile respectif. C'est ce que j'ai dit aussi à l'occasion des visites que j'ai rendues aux familles. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Chaque fois que nous avons des choses comme ça, lorsque c'est à Niamey, avec toute la hiérarchie militaire, j'y vais pour présenter les condoléances. Lorsque c'est à l'intérieur, nous demandons au gouverneur ou au préfet de le faire, parce que c'est notre responsabilité qui le commande. Ce sont des militaires qui tombent, certes, mais c'est des fils et des filles de leur famille, auxquels nous avons le devoir de compassion.